Audio 2096. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Yann Berger, Calreco, nouvel entretien 2025, on est sur la fin et depuis 3 ans, moi en fin d'année, je prends la tangente à l'heure qu'il est, je ne suis pas là, je suis dans la forêt amazonienne, dans mon tambo, en train de faire une retraite au Pérou, près de Tarapoto. Mais je ne voulais pas partir sans vous laisser en bonne compagnie et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de science et de conscience, de spiritualisme donc, mais vous avez l'habitude puisque vous êtes ici. On va parler aussi un peu de politique aussi, puisque nos institutions ont besoin d'une bonne cure de jouvence et ça ne pourra se faire que de manière ontologique, c'est-à-dire que l'être humain, dans son intégralité, doit changer pour changer son monde et son organisation sociale. Et ça passe évidemment par une reconnexion au sacré, une reconnexion à la nature, à l'invisible et puis à soi-même évidemment. Et bien sûr, la science n'échappe pas à cette remise en question puisqu'elle doit, pour évoluer, se remettre en cause et devenir post-matérialiste. Vous connaissez la chanson si vous connaissez Calreco. On va donc causer de tout ça avec notre invité de ce jour, le bien nommé Philippe Bobola, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Lyon. Alors, générique. Je fais rapidement une aparté. L'échange avec Philippe Bobola fut riche. Il a duré 2 heures, peut-être même un peu plus. Et donc, vous pourrez le retrouver en intégralité sur Patreon. Même si le montage que je vous propose ici est déjà très complet, si vous avez envie de faire un pas de plus avec Calreco, eh bien, je vous propose de me rejoindre là-bas. Pour un petit abonnement mensuel, eh bien, vous m'aiderez à faire avancer ce projet et puis je partage effectivement des contenus inédits sur ce profil Patreon. Donc, alors, naviguer à la croisée des connaissances, eh bien, il n'y a pas beaucoup mieux pour cerner la complexité de ce monde. La science matérialiste dissèque et prône l'expertise, elle met les chercheurs au microscope sur un piédestal. Le rationalisme, poussé à l'extrême, est aveugle face au réel. Il est incapable de faire des ponts et des liens entre les disciplines et les concepts. En revanche, l'hybridation des savoirs, l'approche globale, elles le permettent. En croisant les intelligences, en fusionnant les approches, on comprend le monde. Notre invité revendique le caractère pluridisciplinaire de son parcours entre sciences dures, sciences humaines, psyché et conscience. Il va et vient pour mieux comprendre la nature de la réalité. Mesdames, messieurs, roulement de tambour, Philippe Bobola, présentation. Bonjour, je m'appelle Philippe Bobola. Donc, mon parcours est celui d'un homme curieux. Je suis atteint, souvent je dis, de claustrophobie disciplinaire. Une discipline unique m'étouffe, parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut avoir une lecture multiple. Et c'est un peu ce qui s'est passé actuellement. La multiplicité des lectures nous donne une meilleure vision, une meilleure netteté. Donc, j'ai commencé par faire de la physique théorique. Puis je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas enfermer l'humain avec des équations. Donc je suis devenu biologiste. C'est une autre façon de voir le monde, plus qualitative et avec une complexité plus grande. Mais je me suis rendu compte qu'au-delà de cette complexité, il y avait encore une rationalité purement occidentale. En écoutant mes collègues parler de l'homéopathie, j'y crois pas, je crois aux médecines alternatives, je crois qu'à la médecine allopathique, ça m'a poussé à devenir anthropologue et essayer de voir les paramètres cachés qui se trouvent dans une culture, ce qu'on appelle la rationalité, qui est souvent de la rationalisation, puisque la rationalisation consiste à faire rentrer à coups de marteau une vision du monde
qui est évidemment présentée comme objective. Or, l'objectivité n'existe pas. Et puis, je me suis rendu compte qu'au-delà des cultures orientales, occidentales, il y avait une singularité propre à chaque être humain, donc je suis devenu psychanalyste. Donc ça m'a amené à essayer de comprendre qu'est-ce qui bloquait une personne dans son évolution, comment la débloquer, etc. Donc je commençais par la psychanalyse, mais j'en suis vite sorti, c'est-à-dire je n'ai pas renié la psychanalyse, je suis psychanalyste adlérien agréé, mais j'ai utilisé d'autres outils qui viennent compléter la psychanalyse, puisque par définition, chaque connaissance arrive à un moment donné dans une société, mais doit être aussi améliorée. Et c'est souvent là où ça bloque, où les écoles, que ce soit les freudiens, les jungiens, les lacaniens, les adlériens, ont tendance à figer ce que le maître a dit, sans vouloir essayer de faire évoluer la dite discipline. On attribue à Marx cette phrase « Si le marxiste c'est ça, alors je ne suis pas marxiste ». Bon, dans mon parcours, j'ai fait aussi de la philosophie des sciences. Je me suis beaucoup intéressé à la sociologie. Donc j'ai un site qui s'appelle Unité du savoir. Alors ça paraît prétentieux, ambitieux de parler de l'unité du savoir, mais j'essaye de réunir les sciences dites dures et les sciences dites humaines, puisque même cette dénomination est assez curieuse, comme si les sciences dures étaient inhumaines et les sciences humaines étaient molles. Je pense que le savoir est un et indivisible, et que l'homme, par ses contraintes de formation, en particulier en Occident, on a formé des spécialistes. Alors la critique du spécialiste ne date pas d'aujourd'hui, puisque Georges Bernard Shaw, le fameux humoriste, dramaturge et écrivain irlandais, disait « À force de connaître tout sur rien », ce qui est le cas du spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Et on a vu pendant cette crise que la spécialité qui est territoriale ne permettait pas d'avoir une vision globale de la situation. Alors, je prends souvent cet exemple. J'ai dans mes amis quelqu'un qui a toutes les options avec les vitres teintées, normalien, agrégé d'histoire, il enseigne à Sciences Po, Cagne, Hippocagne. Et puis il y a monsieur Robert, là où je vais prendre mon café, qui lui n'a même pas le certificat d'études, mais il est animé de quelque chose de très intéressant, c'est la curiosité. Et donc il a relié les interrogations que la crise provoquait chez lui par une recherche de connaissances relié et qui lui a permis d'avoir une meilleure vision. Si on avait fait en caméra cachée qui est l'universitaire, on aurait dit c'est Monsieur Robert, parce qu'il avait une vision globale que ne s'autorise pas le spécialiste. C'est une sorte d'autocensure. Alors ça nous amène à redéfinir l'intelligence, puisqu'on parlera, je crois, d'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est pas simplement la capacité à comprendre et résoudre des problèmes, c'est aussi relier les choses les unes aux autres, c'est donner sens à ce qu'on vit et c'est avoir du discernement. Et on ne peut pas avoir du discernement au début du XXe siècle avec un parcours de formation territoriale de spécialistes. J'ai toujours été surpris de voir que, par exemple, des bons physiciens étaient des béotiens en matière biologique ou médicale et vice-versa. Donc on pourrait étendre la critique aux sociologues, aux économistes. Donc il faut retrouver l'esprit de l'honnête homme qui était curieux et qui essayait de chercher les connaissances qui le stimulaient. Tout cela me fait penser à cette vidéo du précepteur dans laquelle il évoque les chercheurs au microscope et les chercheurs au télescope. On classerait certains zététiciens d'ailleurs dans la première catégorie, hein, et je vous le donne en mille, les gentils. Eh bien, ce sont les chercheurs au télescope qui, eux, ont une vue d'ensemble qui leur permet de faire des liens et de mieux comprendre le monde. Non, je plaisante, les zététiciens sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont limités, mais gentils. C'est une notion c'est presque philosophique, de territorialisation et de déterritorialisation. C'est un concept qu'avait développé Gilles Deleuze, c'est-à-dire un savoir déterritorialisé. Oui, maintenant, la connaissance est partout. Je pense qu'il faut avoir la curiosité d'aller la chercher. C'est ce qu'a fait M. Robert. Et ensuite, de relier les connaissances glanées à gauche et à droite pour en donner
une synthèse, une quintessence, et une compréhension de la société. Et on voit bien que c'est ce qui a manqué à beaucoup de gens. On ne remet pas en cause leur intelligence, mais c'est une intelligence territoriale. Donc il faudrait dire, il est intelligent dans son domaine. Est-il en mesure de développer une intelligence en dehors de son domaine? C'est pas évident. Alors du coup, c'est quoi le problème ? La formation, l'éducation, est-ce que c'est une histoire de cerveau droit, cerveau gauche ? Est-ce que c'est une tournure d'esprit, un fonctionnement particulier ? On dirait qu'il n'y a pas d'espace commun pour une discussion entre ces deux façons de penser. Est-ce que je me trompe ? Si, on n'est pas strictement gauche ou cerveau droit. Comme disait Raymond Aron, qu'on le soit de gauche ou de droite, on est toujours hémiplégique. Il parlait de la politique. Mais on peut étendre sa critique. Oui, on a un mélange d'hémisphère gauche, d'hémisphère droit. Il y a un exemple intéressant, et ensuite je réponds, c'est Jill Bolte-Taylor. C'est une neuroanatomiste américaine. Elle a fait une hémiplégie, heureusement transitoire, de l'hémisphère gauche, qui ne fonctionnait plus. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle rejetait quand elle avait ces deux hémisphères qui fonctionnaient en stéréophonie, comme par exemple le monde invisible, le paranormal, l'homéopathie, elle avait beaucoup plus de facilité à adhérer à ça. Adhérer, ça veut dire que d'emblée, elle avait comme une espèce d'affinité. Et quand elle a retrouvé l'usage de son hémisphère gauche, eh bien, c'était comme une initiation. Elle a relationné avec elle-même, avec les autres, avec le monde complètement différemment. Il y a des postulats chez les zététiciens, c'est-à-dire que le monde invisible n'existe pas. Alors on peut faire un petit raisonnement. Est-ce que vous croyez qu'on est plus intelligent que Platon, Aristote ou tous les gens qui nous ont précédés ? Pourquoi l'Occident aurait l'apanage de l'objectivité du monde, donc le monde invisible n'existerait pas, seul le monde visible existerait. Ensuite, pour comprendre un certain nombre de phénomènes, il faut sortir de sa discipline. Souvent, par exemple, Broch, il est physicien, d'autres sont psychologues, d'autres, voilà. Ils n'ont pas une vision suffisamment large. L'être humain est très complexe. On voit bien, par exemple, vous avez dans le psychosomatique des gens qui deviennent, suite à un événement traumatisant pour eux, aveugles, puis ils retrouvent la vue, etc. Tout ça, c'était des choses qu'on ne comprenait pas et qu'on commence à comprendre. Je pense que l'être est complexe et les approches en termes d'école sont simplistes. Donc c'est d'où l'échec. Et puis souvent, ils s'auto-censurent. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'un spécialiste, on l'a convaincu qu'il faut une expertise. Donc s'il n'a pas l'expertise, il ne va pas s'aventurer à prendre une position. Non. Je pense que l'honnête homme, il y a un terme qui a été créé, c'est la cyberlittératie. Ce sont des gens qui n'ont pas suivi un parcours universitaire, on va dire, classique. Et ils se sont formés par Internet et animés par la curiosité. Et ils arrivent à avoir une culture assez intéressante. Ce ne sont pas des spécialistes de chacun des domaines, mais ce qui est intéressant, c'est de relier ces différents domaines et d'en avoir une autre vision. Moi, ça m'a beaucoup nettoyé. Enfin, quand vous êtes physicien théoricien, vous voyez le monde en termes d'équations différentielles, etc. Vous êtes biologiste, vous voyez les choses différemment. Et quand vous êtes anthropologue, vous êtes confronté à des cultures qui sont radicalement différentes de la vôtre. Vous voyez, par exemple, moi, ce qui m'avait surpris, quand j'étais venu au Brésil, il y avait le responsable des sciences physiques qui m'avait serré la main lors de la première rencontre en me disant « Je suis fier de rencontrer un compatriote d'Alan Kardec ». Donc le livre des esprits, l'étape tournante, etc. Et ça posait pas de problème à un Brésilien d'avoir une double rationalité simultanée. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir la double rationalité. Si un scientifique se met à parler du monde invisible, du paranormal, ou même exprime une quelconque foi, il est plus scientifique, il est hors jeu. Pour eux, ça pose pas de problème. Je me souviens d'une anecdote, j'avais été remarquablement traduit par un économétriste. Donc l'économétrie, c'est la branche la plus mathématique de l'économie, professeur à l'université. Et pour le remercier, je l'ai invité au restaurant.
Et la première chose, alors c'est comme si c'était un autre personnage, il enlève sa cravate, etc. Il me dit, maintenant, passe aux choses sérieuses, qu'est-ce que vous avez à me dire sur les extraterrestres? Bon. Puis comme il a vu que j'avais un recul, il me fait, si vous voulez, ce soir, on fait tourner les tables en hommage à Allan Kardec. Deuxième recul, il me dit, avec presque une allure compatissante, venez à mon cours, vous verrez ce que je ferai. Donc ça posait pas de problème d'avoir une double rationalité. Parfois, la formation scientifique vous enferme tellement dans une méthodologie stricte qu'il est difficile d'en sortir. Certains n'en sortent jamais, d'ailleurs. Et pour d'autres, comme Philippe Guillemant, il faut un déclic, une expérience particulière qui pousse le scientifique à ouvrir son horizon. Et puis pour d'autres, cette double rationalité, comme le dit Philippe Bobola, est innée. Je l'ai toujours eu, comment vous dire, assez rapidement, j'étais animé par la curiosité, donc je lisais des scientifiques, je lisais aussi des spiritualistes. Et puis, j'ai vraiment passé le cap quand j'ai fait une intrusion dans la physique quantique, puisque un atome, peu de gens le savent, est vide à 99, après la virgule, il y a 6 ou 7 9. Et donc, la matière représente 1 millionième ou 1 10 millionième. Il est vide à 99,9 999 999% ou 99,99 999 999%. Donc j'ai envie de dire, est-ce bien raisonnable d'être matérialiste quand on prend appui sur une pellicule matérielle entourée d'une immensité de vide? Alors évidemment, c'est pas le vide tel qu'on le conçoit en physique classique, c'est un vide plein d'informations, plein d'énergie. On retrouve le vide dans l'espace, le vide sidéral, on le retrouve dans chacun de nos atomes. Cette substance que certains ont considérée comme substance divine, c'était un peu la vision de Spinoza qui considérait que ce qu'il entendait par Dieu, c'est la nature, mais cette substance qui présente une infinité de caractères, dit-il, dont chacun est une essence éternelle et infinie du divin. Certains ont, comme Maître Eckhart, considéré qu'on était à la fois dans Dieu, puisqu'on est dans le cosmos, et Dieu est en nous. Et vous voyez toute cette polémique, à savoir est-ce qu'on doit prier un Dieu qui est à l'extérieur de nous, ce qu'on appelle l'exothéisme ou l'endothéisme, elle s'écroule si effectivement on comprend. Alors on fait l'hypothèse que ce vide, cette information, elle serait là. Et puis il y a plein de choses qui sont très surprenantes. Par exemple, si vous prenez la branche la plus raffinée de la physique théorique, c'est la cosmologie. Elle nous dit quoi? Il n'y a rien, puis subitement, à partir du Big Bang, il y a quelque chose. Donc ça, c'est contradictoire avec deux principes. Un principe philosophique qui est celui de Parménide, 5 siècles avant Jésus-Christ. On ne peut pas avoir une création ex nihilo qui découle de rien. Et puis ça contredit le fameux principe de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc comment on peut avoir de la matière en n'ayant rien au départ? On aurait transformé le rien en matière. Donc ça veut dire que quand on remonte jusqu'aux premières fractions de seconde de l'univers, ce qu'on nous raconte, c'est de la magie ou une intervention mystique. Donc c'est pas très rationnel. Alors si l'univers n'a pas de début, il peut pas avoir de fin. On s'aperçoit que rien n'est laissé au hasard, puisque les constantes de la physique sont réglées jusqu'à 60 décimaux après la virgule. On appelle ça le principe anthropique. Et donc, il y a une quinzaine de constantes en physique qui ont des valeurs qui ne peuvent pas être le fruit du hasard, puisque si on modifiait ces valeurs, la 55e décimale d'une constante qu'on appelle la constante d'expansion cosmologique, il n'y aurait pas eu la possibilité de l'émergence humaine. Donc certains ont développé un principe cosmologique fort qui dit que dès les premiers instants, l'humain était présent. Comme une embryologie, vous voyez, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a un programme qu'on appelle un programme embryologique qui se met en place. Et au bout de 9 mois, il y a un petit homme qui apparaît bien fait et qui va ensuite continuer à se développer. On a l'impression qu'au niveau cosmologique, c'est la même chose. Il y a eu une embryologie cosmologique. Alors, si rien n'est laissé au hasard, si on ne peut pas parler de début, on ne peut pas parler de fin, vous voyez, est-ce qu'on est encore dans de la science ou dans de l'idéologie ?
Alors, question courte mais pertinente, je l'espère. Peut-on faire des ponts entre physique quantique et spiritualité ? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a plein de ponts à faire. Vous voyez, on en a fait un, c'est-à-dire à la question est-ce que Dieu est à l'extérieur de nous et en nous ? Si on commence à réfléchir sur le vide qui est contenu dans un atome qui est plein d'informations, c'est intéressant. Autre anomalie, en physique quantique, s'il n'y a pas une conscience, il n'y a rien qui se passe. On va prendre un exemple simple, mais pas simpliste. Avant d'être mesuré, si on considère que la mesure consiste à voir où se trouve une particule, on va simplifier. Avant la mesure, elle peut être aux 4 points cardinaux. Et quand on fait une mesure, on va prendre une de ces positions géographiques, par exemple la solution nord. La question qui se pose, c'est que ce sont devenues les autres positions. Sud, est, ouest. Alors pour certains, elles ont disparu parce qu'elles avaient une probabilité très faible. Et donc la solution nord est celle qui avait le plus de probabilité. Pour d'autres, il y a autant d'univers parallèles qu'il y a d'observateurs. Donc sur Terre, il y aura un observateur qui va mesurer la solution nord. Mais dans un autre univers parallèle à nord, l'univers sud, le même expérimentateur va mesurer la solution sud. Et ce même expérimentateur se trouvera dans 2 autres univers parallèles, est-ouest, où il mesurera les solutions est et ouest. C'est l'interprétation de Hugh Everett, la théorie des mondes divergents. Et puis surtout, on s'aperçoit que contrairement à la physique classique, en physique quantique, interagir avec un système quantique, c'est interagir par ses instruments, mais également par sa conscience. C'est le premier à avoir introduit ça, c'est Eugène Wigner. Donc on dit que la physique quantique est une physique participative, contrairement à la physique classique où le physicien n'interagit que par ses instruments. Donc on sait que mesurer, c'est perturber, mais il est supposé ne pas interférer avec l'objet de sa mesure. En physique quantique, non. C'est la raison pour laquelle on dit que celui qui fait la mesure est un participant. La physique quantique est qualifiée de physique participative. Et ce qu'on obtient résulte de l'interaction de l'instrumentation utilisée et de la conscience de celui qui fait la mesure. Et on parle d'observable. Il y a plein de choses. J'ai une formation qui s'appelle Science et Spiritualité. On reprend la science et on essaye de déployer. Alors, ce qui m'a plu, puisque, en tant qu'anthropologue, j'ai vécu avec des peuples traditionnels, les Yawanawa dans la forêt amazonienne brésilienne, les Oniquins. En Colombie, j'ai beaucoup interagi avec les Arhuacos, qui font partie de 4 peuples qui vivent sur la Sierra Nevada Santa Marta. Les plus connus sont les Kogi, mais il y a les Arhuacos, les Azarios et les Canquamos. Tous les peuples traditionnels nous disent que finalement notre univers, c'est un espace-temps qui autorise la matérialité, mais est couplé à un autre espace-temps où il n'y a pas de matérialité possible. On est à l'échelle informationnelle. Ce qui fait que ça, c'est un invariant. Claude Lévi-Strauss avait vu un invariant dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est le tabou de l'inceste. Mais il y a un deuxième invariant, il n'y a pas une société traditionnelle où il n'y ait pas un univers invisible. La seule société qui a supprimé ça, c'est la société occidentale. On considère que seul l'univers visible, qu'on appelle élégamment dans l'anthropologie l'univers de la réalité ordinaire, est présent, donc certains. Les autres sont spéculatifs et c'est des croyances. Et donc, dans ce que nous vivons, par exemple, les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta disent finalement l'univers invisible auquel notre espace-temps est couplé est pollué par nos pensées, nos émotions, et donc par des rituels, des chants, des danses et d'autres modes d'action. On peut dépolluer, puisque finalement, quand vous avez 2 univers, l'espace-temps invisible appelé le monde de la réalité non ordinaire par les anthropologues, et notre univers, le monde de la réalité ordinaire, se pose la question de la cause et de l'effet. Où est la cause, où est l'effet ? Et pour les peuples traditionnels, nous sommes dans l'effet d'une cause invisible. Donc si on n'attaque pas cette cause invisible, on ne peut pas vraiment sortir du problème qu'on a créé. Et avant d'être une pollution écologique, c'est une pollution spirituelle, une pollution mentale. Et donc on revient à cette notion qui avait été introduite par un Russe, Vernadsky, la notion de noosphère, qui sera reprise par Teilhard de Chardin. La sphère, le nous en grec ancien, c'est la pensée.
Donc oui, effectivement, il y a plein de... l'univers parallèle est introduit en physique quantique. Les chamans nous disent qu'ils vont visiter des univers qui sont parallèles aux nôtres, chercher des informations. Donc il y a plein de convergences. Et quelle que soit la spiritualité, le Tao, par exemple, c'est un exemple d'une reconsidération du vide. Une chose informe et pourtant pleine existait bien avant le ciel et la terre, sans matière, sans bruit, indépendante à une forme. Elle recouvre tout sans faillir. Son vrai nom nous est inconnu. Tao, le nom qu'on lui donne. Voilà une des définitions du Tao, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, on pourrait très bien reprendre cette vision, puisque finalement, avant la mesure, tout est présent. Qu'est-ce que la matière ? Pourquoi c'est plus pratique d'être matérialiste ? Y a-t-il un sens à tout cela ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel univers ? Énergie, matière, information, comment est-ce qu'on organise tout ça ? Est-ce que le hasard existe ? L'hypothèse du hasard, c'est encore, je vais dire, une ruse de la raison pour ne pas remettre en cause la stricte existence de la matière, ce qu'on appelle le physicalisme. Le physicalisme considère que ce qu'on pourrait appeler l'esprit, la conscience, allons-y jusqu'à l'âme, n'est rien de plus que de la matière et de l'énergie réorganisée. Ils n'envisagent pas qu'il y ait autre chose que de la matière qui produit de l'énergie. Et c'est pareil pour le cerveau, ça ne marche pas. Avec les réseaux neuronaux, on s'est dit la conscience émerge de l'interaction des neurones entre eux. C'est faux. On n'arrive pas à expliquer ne serait-ce que la mémoire, l'imagination, etc. Donc Penfield, qui avait dirigé à Montréal le centre de neuroanatomie, est arrivé à la fin de sa carrière en disant on ne peut pas expliquer la conscience, l'imagination, la mémoire par une interaction de la matière, c'est autre chose. Donc de plus en plus, on arrive à la conclusion que la vie, c'est de la matière, de l'énergie et de l'information. Alors comment définir l'information ? Alors peut-être la meilleure définition qui a été donnée de l'information, alors étymologiquement, ça veut dire en, mettre en forme, dans la forme, c'est celle donnée par le mathématicien Norbert Wiener, qui nous dit que l'information n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette masse et de cette énergie pour être véhiculée. Donc, la matière et l'énergie sont le véhicule de l'information. Et dans l'information, on peut y mettre conscience. C'est un peu comme la voiture. Vous voyez, si on fait une analogie, la voiture, c'est de la matière, c'est de l'énergie quand elle roule. On voit bien les dégâts que ça peut produire quand il y a un accident, mais il faut qu'il y ait un conducteur. On n'est pas encore... Et même s'il n'y avait pas de conducteur, il faudrait un autopilotage, donc un système qui pilote la voiture, donc une information. La voiture, elle n'est pas munie d'une capacité à aller dans une direction souhaitée. Pas encore. Voilà. On peut dire que le conducteur, c'est l'information qui donne la direction à la matière et l'énergie. Donc, on ne sait pas d'ailleurs comment la matière s'organise pour donner des formes. On ne sait pas. On connaît beaucoup de choses sur les atomes, on connaît beaucoup de choses sur les molécules, mais comment les atomes et les molécules s'organisent pour donner des formes, c'est encore embryonnaire. Donc la vie, c'est un triple flux de matière, d'énergie et d'information. On n'a pas vraiment une théorie en biologie de l'information. Il y a un Français qui s'appelle Henri Atlan qui a donné les prémices de ce qu'on pourrait appeler l'information biologique, mais c'est embryonnaire. Il y a tout un champ. Et de plus en plus, les gens considèrent que tant qu'on n'a pas cette théorie de l'information, ça sera difficile d'avoir une vision cohérente de l'univers. On a atteint, si vous voulez, les limites de ce que la matière nous proposait, c'est le post-matérialisme. Mais il faut aussi changer notre paradigme sur le temps, c'est pas que la matière, j'insiste bien, parce que souvent on dit oui, il faut se débarrasser de la matière. Non, il y a aussi le temps. Et je pense qu'il faut reconsidérer, la période nous y invite, ce qu'on appelle les paramètres métaphysiques, que sont la matière, l'énergie, le temps, l'espace, la conscience, etc.
Paramètres, matière, énergie, temps, espace, voilà plein de noms scientifiques en tout cas qui sont tout à fait étudiés par la science. Est-ce qu'on peut comprendre l'univers ou la conscience ou la matière seulement à partir du paradigme scientifique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches possibles? Si, il y a un mur. Il y a un mur qui se... chaque exploration arrive à une limite. Si vous voulez, le matérialisme était parfaitement adapté au 18e, 19e, mais il n'est plus du tout adapté parce que on voit bien, au niveau de la cosmologie, on n'arrive pas à sortir des impasses. Alors vous avez un scientifique hérétique, Jean-Pierre Petit, qui propose quand même de lucider 23 points que la cosmologie standard n'arrive pas à élucider, mais c'est très difficile. Il introduit des masses négatives. Vous voyez, même dans le post-matérialisme, il y a encore des choses à égratigner au niveau matérialiste. C'est-à-dire des masses négatives, c'est des masses qui, au lieu de s'attirer, se repoussent. Et donc, il y aurait dans notre univers deux régions qui coexistent, les masses positives et les masses négatives. Et les masses négatives donnent la forme aux objets célestes. C'est la raison pour laquelle il explique pourquoi les étoiles, les premières étoiles, sont apparues très rapidement, contrairement à ce qu'on aurait pu envisager en moins d'1 milliard d'années, en quelques millions d'années, les premières étoiles, parce qu'elles ont été comprimées par cette masse négative. Mais il y a plein de choses à redéfinir. Donc, on voit bien qu'il existe des rêves prémonitoires. Il existe, quand on prend des plantes antéogènes, une autre façon de voir le monde. Vous avez des gens qui sont capables de parler avec un arbre, de rentrer à l'intérieur d'un arbre, d'une plante, etc., etc. Tout ça, le matérialisme ne peut pas l'expliquer. Mais je vous dis, le matérialisme, ça a été un paradigme d'une époque. Donc, Lord Kelvin, qui était un des grands physico-chimistes du 19e siècle, disait « Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en chiffres, vous savez vraiment ce dont vous parlez. À défaut de pouvoir le faire, votre connaissance est maigre et inexistante. » C'est pour vous dire l'obsession de la quantification, la calculabilité, la prédictibilité. Et William Blake, un artiste, souvent les artistes sont des principes de résistance, il disait « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». Pour lui, la pensée unique, c'est la science qui allait la proposer. Évidemment, ça a été la fin de toutes les disciplines qu'on classe dans les disciplines humanistes, la philosophie, la littérature, la poésie, l'art, qui peuvent nous apporter autant que la science. Et puis, le sommeil de Newton, c'était cette espèce de croyance qu'on pouvait tout prédire. On a même introduit le démon de Laplace, le marquis de Laplace, était un mathématicien, un astrophysicien. Il envisage un être omniscient. Il ne prononce pas le mot de Dieu, un être omniscient qui a créé la matière et qui a donné à chacun des atomes qu'il a créés une trajectoire. Donc si vous imposez à un atome de se déplacer sur une ligne droite, vous pouvez savoir, en fonction des conditions initiales, de la vitesse avec laquelle il se déplace, où il sera jusqu'à l'éternité. C'est la même chose si vous imposez à une voiture qui roule à 100 km/h de se déplacer en ligne droite. Vous savez qu'en une demi-heure, elle a parcouru 50 km. Évidemment, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de décélération ni d'accélération. Elle ne s'arrête pas pour prendre de l'essence. Elle est totalement autonome et on lui impose, c'est la contrainte de se déplacer sur une ligne droite. On peut savoir où elle sera à chaque minute, à chaque instant, et aussi loin qu'on se projette dans le temps. Et ça ne marche pas. Justement, la physique quantique a balayé tout ça en montrant que le monde, il est probabiliste. En même temps, on redécouvre qu'il y a peut-être autre chose que la matière et que peut-être en tant qu'humanité, nous aurions besoin de nous reconnecter au sacré. Et on arrive au paroxysme du matérialisme et son barreau d'honneur qui sera le transhumanisme. Ben oui, face à cette course en avant bio-techno-dataïste, il y a une réponse tout aussi puissante, enfin je l'espère, c'est la réaction de l'être humain et son besoin de poésie, de transcendance, de spirituel. C'est souvent comme ça, hein. Il y a l'action et la réaction.
C'est la loi du balancier. Hölderlin disait, là où le danger croît, les moyens pour combattre ce danger croissent également. C'est-à-dire que la loi du balancier, quand on va trop loin dans le matérialisme, on a besoin de s'évader du matérialisme. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand la physique a commencé par s'imposer, à triompher, les romantiques, c'était un mouvement, on refusait d'aller dans cette direction en disant, nous, ce qu'on veut, c'est le coup de foudre, tomber amoureux sans que ça soit prédit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vivre l'instant inattendu et fatal. Donc, oui, il y a tout un... on voit bien que ceux qui développent le transhumanisme ont une peur bleue de mourir. Donc ils essayent de prolonger, vous voyez, c'est le fantasme de... On trouve ça depuis l'épopée de Gilgamesh sumérien, où Gilgamesh essaye d'échapper à la mort, et puis on trouve ça dans la plupart des mythes. La déesse de l'aube, Éos, était tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelle Titon. Elle avait demandé à Zeus de le rendre éternel pour pouvoir vivre avec son amour éternellement. Sauf qu'elle a oublié une chose, c'est qu'il n'a pas enlevé le vieillissement. Donc elle s'est retrouvée, elle, éternellement jeune, et lui, vieillissant. Donc voilà. Et l'empereur Sun In Wang avait dépêché une flotte qui devait trouver le secret de l'immortalité. Bon, évidemment, il leur avait demandé de ne pas revenir, sauf s'ils avaient trouvé le secret. Et ils ont quand même trouvé le Japon et la Corée en essayant d'explorer tout azimut cette recherche de l'élixir de longue vie qu'on trouve en alchimie, etc. Oui, je pense qu'il y a une paire bleue. Finalement, on peut comprendre si vous êtes un oligarque, vous avez tout, et vous ne pouvez pas ajouter des années aux années. Est-ce que ce n'est pas 20 ? C'est-à-dire, vous pouvez vous payer tout, sauf qu'il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas agir, c'est votre longévité. Il y a quand même une barrière. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont développés. Chaque géant du net a développé ses travaux sur l'immortalité, l'allongement de la durée de vie. D'ailleurs, c'est un des programmes du transhumanisme. C'est un courant idéologique et culturel visant à renforcer les capacités humaines par la science et la technologie en vue d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue, de diminuer la vitesse du vieillissement, voire de le supprimer, atteindre l'immortalité, avec les risques que ça encourt. Mais laisse tomber, vivre 150 ans, 200 ans, 1000 ans, quelle galère, quel fardeau. Même en bonne santé, l'incarnation, c'est pas toujours une sinécure. Les transhumanistes courent après quelque chose en plus qu'ils ont déjà, l'immortalité. Oh les gars, vous n'allez pas mourir. Bon, alors je vais encore avoir des commentaires, ceux qui viendront par hasard, les matérialistes qui viendront par hasard écouter ce podcast s'ils arrivent jusqu'ici. Mais c'est vrai que pour penser ça, il faut avoir une connexion au spirituel, au sacré. Il faut croire en la transcendance, même pas croire. Parce que moi, je vis des expériences d'état augmenté de conscience qui me font dire qu'il y a bien plus grand que nous, et c'est une évidence. Bon, bref, tout ce que je voulais dire, c'est que même avec un implant de silicium qui augmente mes capacités cognitives, je ne voudrais pas vivre 200 ans, c'est sûr. Oui, mais on retrouve un peu la trilogie des mythes, en particulier des mythes grecs, puisque c'est ceux qu'on connaît le mieux, où il y avait les immortels qui étaient les dieux, les demi-mortels, et puis les simples mortels. Et donc, il y aura donc les dieux qui seront transhumanisés, il y aura les demi-dieux qui seront un peu transhumanisés, et puis il y aura enfin les simples mortels. Je crois qu'on va jusqu'au summum du matérialisme, puisque dans son journal, Jules Renard dit « Être heureux passe encore faut-il que les autres ne le soient pas ». Donc, il y a une fracture, les risques du transhumanisme, c'est d'accentuer la fracture sociale avec des gens qui vivront
selon leurs désirs, 2 siècles, 3 siècles, et ceux qui auront une durée de vie classique. C'est aussi un risque de marchandise du tout. Qu'est-ce qui se passera si vous avez un exosquelette et que l'entreprise qui vous a mis l'exosquelette met la clé sous la porte ou fait plus l'évolution de votre exosquelette, hein, c'est un peu comme les ordinateurs qui deviennent obsolètes. Voilà, il y a aussi un risque de dépendance aux services privés et puis il y a un risque pour la société. Mais tout à fait. Et dans le spectacle de Calreco, qui sera visible sur scène à partir du 6 mars. Ça y est, j'ai changé. On a repoussé, on n'avait pas fini. Donc on s'est dit qu'on allait travailler encore un petit peu. C'était le 21 février au départ et maintenant c'est le 6 mars. Mais ça y est, on n'ira pas, on ne dépassera pas cette date. Donc le 6 mars, Calreco, Les Voix de la Souffe. Et bien dans ce spectacle, je raconte cette histoire du futur dans laquelle il y a un peuple qui vit sous terre, qui visite ses profondeurs et qui tente de se reconnecter à son humanité face aux transhumanistes qui vivent à la surface sur une partie de la Terre, la partie qui n'a pas été ravagée par un certain nombre de catastrophes. Et donc, on a ces deux sociétés qui évoluent parallèlement avec, effectivement, en réaction aux transhumanistes qui s'implantent de silicium pour augmenter leur capacité cognitive, eh bien, on a des humains qui développent leur capacité subtile, qui développent leur intuition. Voilà. Il y a un film qui s'appelle Clone où effectivement la société s'est divisée en deux. Il y a ceux qui ont un clone, donc ils sortent plus de chez eux, ils sont dans un caisson, puis leur clone est tellement jeune. Et puis il y a ceux qui ont décidé de vivre comme on vivait avant. Oui, on a une involution par non-utilisation. Je prends par exemple les gens de ma génération. On avait été formés au calcul mental et donc j'avais un bon niveau parce qu'on était entraînés. Hein. Je me souviens quand je passais mes vacances dans le Loiret, il y avait une mercière qui avait le crayon sur l'oreille et on essayait de la prendre à défaut. Elle calculait remarquablement bien. On n'a jamais réussi, quoi. Et puis maintenant, j'ai perdu ma capacité de calculer mentalement. C'est une évolution par non-utilisation. On voit malheureusement déjà les jeunes générations qui limitent leur capacité de mémoire. Ils ont le téléphone portable ou la tablette, c'est une espèce d'extension de leur cerveau. Il faudra faire attention que l'intelligence artificielle ne nous amène pas à une évolution de l'intelligence par non-utilisation. Donc effectivement, l'intuition est la voie la plus courte. C'est ce que disait Bergson, hein, c'est la facilité par laquelle on rentre à l'intérieur d'un objet. Il y a un côté vibratoire pour y coïncider avec ce qu'il a d'unique ou d'inhabituel, alors que l'intelligence, pour Bergson, c'est comme un aveugle avec le braille. Il fait le contour de l'objet, mais il ne rentre jamais à l'intérieur. Donc effectivement, on devra aller chercher des capacités que nous avons en nous, qui sont sous-utilisées. Et donc, il risque d'avoir une compétition entre l'assistanat que nous offrira l'intelligence artificielle et puis des gens qui considéreront que nous avons en nous des potentialités non exploitées. L'intuition, ça se développe. On peut vraiment s'entraîner. Je pense que notre cerveau... le mathématicien John von Neumann disait que notre cerveau était inutilisé avec un facteur 3 milliards. Voilà. On a plein de capacités qu'on n'a pas su exploiter. Et donc, plus la technologie va nous assister, et moins on va conserver notre humaine nature. Et notre humaine nature nous amène, on voit bien, les chamans sont capables de repérer une plante à distance. Moi, j'ai vu ça. Ils sont capables d'avoir des capacités que nous avons en nous, mais qui sont en sommeil. L'IA va nous forcer à être. C'est ce que je crois. Et c'est ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, puisqu'elle va prendre en charge ce que fait notre mental, c'est-à-dire penser, organiser, analyser, tirer des conclusions. Toutes ces tâches vont être prises en charge par une autre entité que nous avons créée. Et que va-t-il nous rester ? Eh bien, l'instant présent, l'être avec un grand E qui ne pense pas, mais qui est l'être humain qui ne pense plus, mais qui laisse émerger ses propres capacités à se connecter à plus grand. Bon, ça c'est
dans la vision positive du développement de l'humanité dans les années à venir? Je pense qu'actuellement, on parle d'intelligence artificielle, c'est tout simplement une rapidité et un savoir déterritorialisé. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la créativité par synthèse. Et il y a une créativité fulgurante. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle puisse créer un Albert Einstein ou d'autres choses. Voilà. On voit bien d'ailleurs, dès 1997, Garry Kasparov avait été battu aux échecs. Et puis en 2016, Lee Sedol, le grand joueur de Go, a été battu, donc parce que on sait que l'art combinatoire, on ne peut pas lutter en tant qu'humain. D'ailleurs, autrefois, quand il y avait des championnats d'échecs, il y avait des collaborateurs qui faisaient toutes les combinaisons possibles. Ils travaillaient toute la nuit pour voir quand la partie n'était pas achevée et qu'elle devait se poursuivre le lendemain, quelle combinaison pouvait avoir l'adversaire pour essayer d'explorer un ensemble de possibles. L'intelligence artificielle le fera rapidement. C'est tout l'enjeu, et puis ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a un risque que nous devenions une synapse d'un cerveau collectif, l'intelligence artificielle. Je pense que le rêve du Forum économique mondial, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle à la façon de la PT. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est à nous de garder un principe de résistance. C'est ce que disait Primo Levi. Qu'est-ce qu'un nazi ? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Il a perdu son humanité. Donc perdre son humanité, c'est sombrer dans l'animalité et la sauvagerie, mais c'est aussi perdre l'utilisation que nous avions du corps humain, quoi. Parce que qu'est-ce qui va nous rester si effectivement l'intelligence artificielle rafle tout ? Donc au-delà, là on ne voit pas encore l'impact, mais il risque d'avoir beaucoup de professions qui vont disparaître. Je pense que par exemple, toutes les professions, contrairement aux autres révolutions industrielles, risquent d'être touchées. Je pense qu'un notaire peut être remplacé, un professeur à l'université peut être largement remplacé. Il aura un aspect physique différent, peut-être un accent étranger, mais le cours sera le même et l'étudiant va choisir ce qui est le plus stimulant pour lui. Déjà, bibliothécaire, on a des robots qui sont capables de reclasser un livre dans le rayon qui lui convient, philosophie, mathématiques, sociologie. Les conseillers financiers, pareil. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de guerre contre l'humain. Et le robot et l'intelligence artificielle sont vraiment en compétition avec l'être humain. Comme le maître mot, c'est la rentabilité. Effectivement, les économistes, il y a une équation en économie qu'on appelle l'équation Cobb-Douglas qui dit que finalement, l'économie dépend du capital. C'est l'entrepreneur Das Capital, des travailleurs et puis des innovations technologiques. Maintenant, on n'a plus besoin de la masse salariale. On a besoin d'un minimum de gens, mais on n'a plus besoin de cette masse salariale qui était nécessaire au capitalisme. Est-ce qu'on n'a pas créé un monstre, un golem ? Dans mon entretien récent avec le futurologue que vous pouvez retrouver sur la chaîne, je l'ai entendu dire une phrase qui m'a fortement interpellé. Cette phrase est la suivante: l'IA pourrait être la dernière création de l'humain. Et ça fait écho pour moi avec le mythe biblique du dernier enfant du diable, l'antéchrist, une espèce de conscience inversée. Quand le mensonge devient vérité, la création qui singe le créateur, la révélation, l'apocalypse, quand l'intelligence se coupe de la lumière intérieure, c'est le triomphe du conditionnement. Le dernier descendant du diable dans cette lecture symbolique, ce n'est pas une personne, mais c'est le système humain qui imite Dieu sans en incarner l'amour. Un monde où la vie devient data, où l'esprit devient code et la chair devient marchandise. C'est l'humanité devenue sa propre idole. Et oui, on vit une époque formidable, mesdames, messieurs. C'est un hasard hasardeux que de se retrouver dans cette époque-ci, Si j'avais voulu, moi, jouer à une partie de jeux vidéo imitant l'existence, choisir un avatar, j'aurais choisi le mien. Et puis, j'aurais bien sûr choisi cette époque, l'apocalypse, le temps de la révélation, où tout se casse la gueule et est sur le point de se transformer. Se transformer en quoi ? C'est la question.
Oui, je crois que il faut revenir aux grands auteurs qui ont réfléchi sur la technique. Martin Heidegger, dont l'image a été ternie vis-à-vis de sa complaisance vis-à-vis du régime nazi, il disait que la science et la technique ne pensent pas, telle n'est pas sa fonction. Il y a plus de pensée dans la science et encore moins dans la technologie, puisque la technologie, son objectif, c'est l'utilitarisme et la rapidité. Donc, il n'y a pas de place à la réflexion. On réfléchit sur l'ergonomie d'un objet, sa rapidité, son utilité. Et Jacques Ellul a écrit un ouvrage fondamental dans les années 50, La technique enjeu du siècle, où il montre que la technique échappe à l'homme. Elle prend son autonomie et elle sort du strict domaine dans lequel on l'a placée. Par exemple, je cite souvent, vous avez le Kleenex. Alors évidemment, par rapport aux mouchoirs, vous dites, oui, c'est intéressant, finalement, je devrais avoir 10 mouchoirs quand je suis enrhumé, si j'en ai pas 10, je vais devoir réutiliser. Donc on a introduit la notion de mouchoir jetable. Mais avec le temps, c'est l'homme qui devient jetable. Vous voyez ce que je veux dire ? L'obsolescence programmée, elle vient de là. Avant, vous n'aviez pas de stylo jetable, les stylos à billes jetables. Il y avait des stylos à plumes, des beaux stylos. Donc, la technologie, une fois qu'elle a réussi à s'imposer dans un domaine, elle a tendance à sortir, elle se déterritorialise. Et Jacques Ellul posait aussi une autre question dans la métamorphose du bourgeois. Il disait, finalement, si l'homme a laissé carte blanche à la technologie, c'est peut-être qu'il n'ose pas s'affirmer à lui-même et aux autres son affirmation de puissance. C'est-à-dire il a besoin d'une puissance et donc on se transcende par la technologie. Il y a aussi un côté idéologique. Dans la religion chrétienne, on attend la théosis, c'est la fusion avec le divin. Et là, c'est le point singulier, ce qu'on appelle le singularitarianisme. Vous avez un des chantres du transhumanisme, Raymond Kurzweil, dirait Kurzweil. D'ailleurs, il prend une centaine de pilules par jour. Ça lui revient à des milliers de dollars pour être éternellement jeune. Quand on voit sa photo sur le net, c'est pas très probant. Et lui considère que... Alors, il y avait un auteur science-fiction, Werner Winch, qui disait 2035, 2045, 2050, l'homme ne pourra plus se passer des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, des robots. Il y aura donc une fusion homme-machine. C'est ce que Klaus Schwab avait annoncé en disant ils envisageaient une fusion entre le biologique, le physique et le numérique. Toc, 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 toc. Chez les transhumanistes, il y a beaucoup de déceptions. J'en ai rencontré quelques-uns, j'en ai interviewé d'autres. Il y a beaucoup de déceptions vis-à-vis de la condition humaine, un certain défaitisme, une perte de foi en l'humanité, en considérant qu'elle ne peut pas être sauvée et qu'il est temps de passer à une post-humanité. Mais c'est aussi parce qu'ils sont matérialistes, ce qui les empêche d'envisager d'autres possibles. C'est pourquoi pour eux, la seule issue est de mettre fin à l'humanité en l'augmentant. Mais je pense que pour la plupart, fondamentalement, c'est par dépit qu'ils sont transhumanistes. Oui, parce que déçus d'avoir exploré une partie de nos potentialités suite à la matière, effectivement. Et puis c'est présenté comme une nouveauté. À partir du moment où on propose un nouvel homme, c'est le programme communiste, l'Homo Sovieticus. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous propose un nouvel homme transhumanisé, renouvelé, amélioré, etc. Et dans les propositions qui sont appelées mutations, dans la révolution industrielle 4.0, on nous dit qu'on fabriquera des hommes sur mesure. Un homme, c'est pas intéressant à diriger, il est irrationnel. N'importe qui, si on l'étudie, présente une part de rationalité, d'irrationalité qui fait la spécificité de l'homme. Et voilà. Donc, si on pouvait avoir des gens basiques qui peuvent aller dans une direction programmée. Finalement, ça pose une question, ils apportent une réponse, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les systèmes totalitaires, les nazis, les insectes sociaux étaient une solution. Dans une fourmilière, vous avez des phéromones qui sont dégagées par chacune des fourmis. Vous avez la fourmilière, il y a plusieurs reines. La ruche d'abeilles, il n'y a qu'une seule reine. Finalement, la reine décide de qui sera ouvrière
ou pas. Donc les ouvrières sont stériles. Seule la reine peut se reproduire. Il y a les faux bourdons qui sont éliminés au gré des besoins. Et donc le nombre est réglé par ce système de communication extérieure qu'on appelle des phéromones. Si vous remplacez ça par des puces, etc., vous avez la même chose. Et donc Vacher de la Pouge a été le théoricien du nazisme. Il envisageait la société parfaite comme étant la ruche d'abeilles. Voilà. Comment est-ce que vous envisagez, vous, les années à venir en regard des idéologies propagées par les uns et les autres? Vous qui m'écoutez, vous pouvez le mettre en commentaire. Je pose aussi la question à Philippe Bobola. En Occident, c'est plutôt une vision globaliste qui accourt avec une Europe qui devient de plus en plus autoritaire et intrusive. Nous sommes, nous, sous le joug des milliardaires qui veulent aller vers un gouvernement mondial. Ils étaient d'ailleurs raccords, ces milliardaires, je parle de ceux de Davos, avec l'ancien gouvernement états-unien, Biden-Obama, Obama plus que Biden d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les États-Unis se sont rangés du côté du libertarianisme le plus extrême avec Trump et des gens comme Elon Musk. Et c'est une vision différente, mais tout aussi dangereuse à mon sens. Une vision qui privilégie l'identité et l'individualisme. Bref, on a d'un côté une vision globaliste et mondialiste qui veut nous mettre à genoux grâce à l'intelligence artificielle et au contrôle numérique. Et puis, de l'autre côté, des gens qui travaillent pour eux, pour en quelque sorte se servir des peuples pour leur propre profit. Bref, c'est pas Jojo. On en a peut-être un peu marre de nous faire imposer par des milliardaires des décisions qui devraient être prises par le peuple. C'est pas gagné, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça m'a fait réfléchir, je rassure nos auditeurs, je ne vais pas développer l'aspect scientifique, mais finalement, si vous regardez Rome, son talon d'Achille, c'était la ville de Rome, la Rome antique, puisque beaucoup de petits paysans ont été spoliés, les oligarques avaient réussi à rafler leurs propriétés. Et puis Rome n'offrait pas suffisamment de travail pour tout le monde. Donc à partir de 410, la Rome antique s'effondre en 476 après Jésus-Christ, suite aux invasions des Huns, des Visigoths, des barbares, etc. Tout le monde a ça un peu comme une image d'Épinal. Finalement, Rome, qui n'a fait qu'augmenter, il y avait plus d'1 million d'habitants, a développé un système parasitaire où il leur fallait des marins, des fonctionnaires, des soldats, et la Gaule, l'Égypte, le Maghreb et toutes les régions avoisinantes étaient pillées, quoi. Donc l'Europe nous propose un super État européen qui va être à sa perte, qui va aller à sa perte. C'est ce que proposait comme perspective Alexandre Zinoviev, qui fut un des dissidents les plus pertinents. Il a écrit dans les années 90 l'occidentaliste ou le triomphe d'une idéologie, où il prévoit que finalement la seule façon de s'en tirer, c'est de créer l'Europe, un super État européen comme l'ex-URSS a créé un super État qui finira par s'effondrer suite à des contradictions internes. Mais on voit bien d'ailleurs dans l'Europe, ça ressemble à Rome, c'est-à-dire on est pillé chacun des États pour que le système fonctionne. Et il y a beaucoup de points communs puisque certains historiens ont étudié comment Rome se voyait alors qu'elle était à l'agonie. Elle se voyait triomphante, multipliant les fêtes et les démonstrations de son triomphe, alors qu'en réalité, elle était en train de chuter. Alors, je pense que
Le communisme va durer 70 ans. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Je ne suis pas sûr que tous les États vont rentrer dans le super-État européen. Toujours est-il que maintenant que l'informatique s'est vraiment généralisée, je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Tout le travail que nous aurons à faire, c'est à coexister avec l'information sans perdre notre humaine nature et sans être phagocyté par cette technologie. Alors effectivement, il y aura des découvertes qui seront intéressantes. Ça commence à arriver pour la cancérologie, etc., etc. Mais est-ce qu'une gouvernance, comme nous le propose le Forum économique mondial à partir de l'IA, sera totalitaire ? Je ne pense pas. Je pense qu'elle sera, pas totalitaire, c'est ce que je voulais dire, je pense qu'elle sera totalement totalitaire. L'avantage d'un super-État européen, c'était un peu comme l'ex-URSS, c'est-à-dire il n'y a plus de juridiction, il n'y a plus de pays, vous devenez une province, vous êtes soumis... au bon vouloir de ce super-État européen. C'est vraiment l'aboutissement du rêve Gobineau ou Vacher de la Pouge, qui étaient les théoriciens du fascisme, c'est-à-dire c'est la ruche. On peut toujours compter sur le grain de sable pour enrayer la machine, mais une question demeure, et je la pose souvent à mes interlocuteurs sur Calreco parce qu'elle me semble pertinente. Ces futurs dictateurs, que sont les globalistes, ou les GAFAM, ou d'autres qui agiraient dans l'ombre, quels qu'ils soient, eh bien, ils auront bientôt la possibilité d'autonomiser leur pouvoir grâce à la technologie. Ils auront les moyens de nous surveiller les uns et les autres grâce aux IA, grâce au crédit social. Ils pourront nous couper les vivres grâce aux monnaies numériques. Et dans l'histoire, eh bien, les tyrans, les dictateurs n'ont jamais eu ces moyens-là. Peut-être qu'il faudrait se dépêcher de les faire tomber, de réagir et de proposer un autre modèle. Je ne sais pas, c'est une réflexion. C'est vrai que si on prend la Révolution française, elle démarre à Paris, mais après elle s'étend à toute la France, les Vendéens. De même, la Révolution éclate à Moscou, mais après elle s'est étendue jusqu'aux confins de cet empire qui n'a fait que croître, l'ex-URSS. On retrouvait ça en Sibérie, en Ouzbékistan, etc. Je pense peut-être que la solution, elle viendra du peuple. Je pense que le système tel qu'il est ne permet pas de réforme. Ce que montrait... ce qui est intéressant, Alexandre Zinoviev était un logicien. Il avait beaucoup d'humour. Il disait que sa thèse, il l'avait fait à partir d'une déclaration de Lénine. Il a eu de la chance, il aurait pu tomber sur Brejnev. Et il montrait que finalement, tout système ne peut pas tomber de l'intérieur, il tombe de l'extérieur. Si vous regardez, vous repassez en revue, vous aurez plus de temps pour développer d'un point de vue historique, mais ça tombe de l'extérieur. Donc, peut-être qu'il y aura un grain de sable qui viendra de l'extérieur. En tous les cas, on voit bien que cette construction européenne, elle est maintenant clairement dictatoriale. Les peuples ne sont plus entendus. En France, on est en train de liquider la paysannerie parce que le but, c'est de nous rendre totalement dépendants. On est déjà dépendants au niveau énergétique, on est dépendants, on nous parle de zones d'ensauvagement, etc., etc. Et surtout, on est rentré dans l'écologie punitive. Donc, l'écologie punitive, vous connaissez beaucoup de phénomènes scientifiques qui dépendent que d'un paramètre. J'en connais pas beaucoup. Une petite anecdote, au tout début de ma carrière, la ville de Cergy-Pontoise, qui avait des velléités en matière de déchets, d'environnement, etc., m'avait demandé de faire une modélisation. Je suis arrivé, alors il y avait un ministre dont je tairai le nom, sous le gouvernement Mitterrand. Et au moment où, au bout de 15 minutes, il s'est levé, il dit on arrête. Alors j'étais un peu surpris, même inquiet. Je dis il y a une faute. Non, mais il m'a dit on va pas plus loin parce que votre présentation, elle n'est pas monoparamètre. Il n'y a pas un seul paramètre, donc c'est pas vendable politiquement. Donc le gaz carbonique, c'est vendable politiquement, le GIEC, etc. Vous voyez bien comment éliminer le soleil, la couverture nuageuse, les océans qui sont mal modélisés.
Au passage, vous êtes fait de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, donc tout individu en vivant perturbe la planète, donc on vous fait passer indirectement le message que vous êtes un parasite. Quand on fait des carottages à votre stock, on s'aperçoit, quand on descend 800 ans dans le passé, il y a d'abord une élévation de température, ensuite un dégagement de gaz carbonique et non pas l'inverse. Donc là aussi, on a inversé la cause et l'effet. Le GIEC, il y a quand même d'autres scientifiques qui sont contre ça. Et donc, on voit bien l'avantage qu'on a de tout mettre sur le carbone, c'est-à-dire vous aurez vos crédits carbone, vous serez surveillé, vous ne pourrez pas acheter ce que vous voulez, vous ne pourrez pas voyager, etc. On nous prédit des villes 15 minutes, etc. Donc, tout le problème, c'est la conscience. C'est-à-dire, est-ce que les peuples vont réagir à temps ou se laisser faire ? C'est ça le problème. On est dans une situation différente parce que quand la Révolution française a éclaté, les Bretons qui étaient royalistes et les Vendéens ont réagi. Mais effectivement, on est rentré dans la terreur, etc. etc. Il y a un parallélisme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parallélisme, une langue de bois, une désinformation. La Pravda, c'était un modèle de désinformation, un système qui était parasitaire, qui finissait par pomper la sève vitale de tous les pays de l'Est au profit de l'ex-URSS. On revient à Rome. Rome a fait une erreur fondamentale avec cette ville prestigieuse. Elle était obligée de prédater et de mobiliser une énergie considérable qui a été à l'origine de sa perte. Donc je pense que peut-être le fait que la Commission européenne n'est plus régulée et qu'on est dans les excès qu'a pu connaître la royauté, peut-être elle pourra tomber d'elle-même ou les peuples pourront l'aider. En tous les cas, il y a besoin de réfléchir. Mais c'est très difficile parce qu'on voit bien que pendant la période, il y a des gens qui ont troqué leur liberté pour avoir le privilège de boire un café, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. On n'a pas la même notion de liberté. On n'a pas la même notion du bonheur. Hein. Voilà. Dans l'interview, pas si lointaine, que j'ai faite avec Luc Biget, vous pouvez d'ailleurs aller y jeter une oreille si cela vous intéresse, il y a une réflexion qui m'avait marqué. Il m'avait dit « Les frontières ont tendance à s'évaporer, à ne plus exister. On supprime les frontières physiques, comme cette Europe qui vise un globalisme et un État unique. Il y a aussi l'abolition programmée, en tout cas voulue, de la frontière entre le masculin et le féminin. Et puis, il y a aussi cette volonté de supprimer la frontière entre le réel et le virtuel. Ça, c'est cette idée du métaverse et puis de l'implantation de puces dans les cerveaux humains qui va faire de nous des avatars. Et puis, il y a aussi une frontière qui est de plus en plus poreuse, c'est celle qui existe entre le matériel et le spirituel, car de plus en plus de personnes évoquent des états modifiés de conscience, des visions, la médiumnité, etc. On est à une époque donc où les frontières se dissolvent et eh bien, je voulais avoir le point de vue de Philippe Bobola sur cette question. Si on supprime la frontière entre masculin-féminin, on supprimera la frontière entre humain et cyborg, et humain et robot. C'est une réflexion. Si vous regardez le vivant, il est fait de cellules, animales ou végétales, ou même une bactérie. Il y a toujours une frontière. On appelle ça une membrane. Donc, s'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de vie possible. Donc, si on enlève les frontières, ce n'est pas un summum d'esprit libertaire, c'est la disparition d'une identité. Si vous voulez, il faut qu'il y ait une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Georges Simmel, qui était un sociologue, disait une société est équilibrée s'il y a un équilibre entre la porte qui permet de clôturer la collectivité au profit de l'intimité et puis le pont qui est le summum, le symbole plutôt, de la collectivité. Ensuite, la biodiversité. Vous voyez bien qu'on essaye de nous cloner avec une espèce d'homme archétypal qui serait le bien-pensant, le politiquement correct, etc. Donc, je ne vois pas trop. Et puis,
Le fait d'avoir un village mondial, ça m'amène à réfléchir en thermodynamique, la science qui essaye de comprendre comment la chaleur se distribue. Il faut, pour qu'il y ait un transfert thermique, une source chaude et une source froide. C'est ce qui se passe quand vous laissez la fenêtre ouverte. Hein. Et la source chaude donne généreusement sa température à la source froide. Si on est dans un système clos, au bout d'un moment, les deux sources vont évoluer et atteindre la même température et le système, il dit mort. Il n'y a plus rien qui se passe. Et au nom de la lutte des classes, dans la vision de la dialectique matérialiste, il n'y a pas de tension entre les classes, il n'y a pas de moteur dans l'histoire. La lutte des classes, la classe moyenne qu'on est en train de faire disparaître, va laisser la place, si le programme va jusqu'au bout, aux riches et aux pauvres. Et on l'oublie, mais à une époque, on ne se posait pas la question de pourquoi on est pauvre, pourquoi on était riche. Ça paraissait évident, je suis riche parce que mon père est riche, mon grand-père est riche, mon arrière-grand-père était riche, et aussi loin que je remonte dans ma lignée générationnelle, je trouve la richesse. Donc c'est comme une caste ou un statut hérité depuis le début. Et puis je suis pauvre avec le même raisonnement parce que mon père est pauvre, mon grand-père est pauvre, et mon arrière-grand-père était pauvre. Aussi loin que je remonte dans mes lignées générationnelles, je rencontre la pauvreté. Donc il y avait deux droites, richesse et pauvreté, parallèles. Et tout le monde sait que deux droites se recoupent, mais à l'infini. Donc la classe moyenne a fait évoluer, si vous voulez. C'est la classe intermédiaire où il y a une aspiration à progresser, à évoluer. Et on n'a plus besoin de ça maintenant. Effectivement, vous comprenez que ces classes moyennes qui ont été utilisées pour l'essor du capitalisme, on n'en a plus besoin. C'est vraiment la notion d'utilité et d'inutilité. Voilà. Alors, je sais que les jeunes générations, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont formatés. C'est un peu comme les gens qui ont grandi avec l'ordinateur, ils ne voient pas les pièges de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un formidable outil, mais c'est aussi un outil de traçabilité. On nous annonce qu'on devra avoir un code, etc. C'est toujours au nom de la sécurité. Vous voyez, si vous regardez maintenant pour n'importe quel services sociaux, il faut un code, deuxième, un mot de passe. On nous habitue, l'homme est un homme d'habitude. Donc si on l'a habitué à se comporter ainsi, c'est comme du dressage à la Pavlov, quoi. Donc c'est très difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que la tentation totalitaire qui a toujours animé les différents régimes a toujours été un échec. Pourquoi l'Europe y parviendrait ? Maintenant, le temps nécessaire pour que ça s'écroule, personne ne peut le dire. Ça peut se faire rapidement ou très lentement. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Vous voyez, la notion d'identité nationale. Un patriote, comme disait le général de Gaulle, il aime son pays. Le nationaliste déteste les autres pays. C'est complètement différent. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous aimez votre culture que vous êtes un horrible représentant de l'extrême droite. Souvent, on ajoute antisémite, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait les complotistes, antisémites, extrême droite. Donc, c'est la trilogie. Donc, c'est vraiment une réflexion de base. Et il y a en Europe une espèce de désir de mort. Eros et Thanatos, dirait un freudien. C'est plus Thanatos. Vous voyez, on doit expier nos fautes. Pourquoi il n'y a que la France dans la colonisation, vous voyez on doit être progressiste, on doit être réactionnaire si on considère que la vie, c'est du masculin et du féminin. Et que jusqu'à présent, c'était la norme, la majorité. Sinon, il n'y aurait pas l'aventure humaine. Ça me paraît évident. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tolérer ceux qui ne sont pas dans ce modèle, mais on ne va pas les ériger comme normes. Vous voyez, c'est quand même assez curieux, c'est que on est dans un système inversion des valeurs à tout niveau. Et René Guénon, qui fut un ésotériste, disait, en parlant du mal, que le point le plus obscur, le mal, c'est le point le plus obscur et l'image inversée du point le plus haut. C'est l'inversion totale. Là où vous avez de la lumière, vous avez de l'ombre. Là, vous avez la droite, vous avez la gauche. Là, vous avez le haut, vous avez le bas, etc. Et on voit bien qu'on est dans un système qui est contre nature, d'un point de vue, comment dirais-je, il n'y a plus de règles. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les gens de ma génération et d'une certaine façon la vôtre, il y avait quand même des normes, il n'y a plus de repères, tout explose. Donc tout est possible, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. On a un président qui fait de la prison. Oui, voilà, c'est normal. Pour revenir sur le masculin et le féminin et ce mélange des genres,
Évidemment, quand on raisonne au niveau de l'individu et du cas particulier, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de remise en question du mal-être de certaines personnes qui se sentent dans le mauvais corps. Ça a toujours existé. Et dans une société saine, eh ben, ces personnes ne sont pas discriminées et bénéficient d'un accompagnement adéquat. Oui, cette souffrance a besoin d'être reconnue, c'est certain. Mais faire croire que cette problématique individuelle qui se pose à une minorité est la norme, ben c'est pas juste. Pas juste au sens de justesse, pas de justice. C'est pas juste. Penser qu'il n'y a pas de lien entre le corps et la psyché en prétendant qu'être un homme ou une femme est essentiellement une construction sociale, pour moi, c'est mentir. Nous sommes aussi notre corps. L'être humain est complexe et ne pas comprendre que le psychique, le spirituel, le biologique sont absolument imbriqués pour constituer ce qu'on appelle un être humain, ben c'est une erreur selon moi. Par ailleurs, évidemment que le masculin et le féminin sont différents mais complémentaires et que ce sont deux énergies fondamentales qui s'apparentent d'ailleurs au yin et au yang par exemple, avec toute la profonde symbolique que ça implique. Quand on plonge dans les méandres de la conscience grâce au chamanisme, par exemple, on se rend bien compte du caractère sacré de ces deux énergies. La sociologie, c'est génial, c'est super. La gauche, notamment, s'appuie essentiellement, peut-être même complètement sur la sociologie, mais ce n'est pas le seul paradigme d'appréciation du réel. Nous nous construisons socialement et notre identité est marquée par nos interactions familiales, sociales depuis la naissance, évidemment. Mais la sociologie ne doit pas être le seul prisme par lequel on observe l'humain. Tout n'est pas égal. Niveler les aspérités et les différences nous emmène vers le paroxysme de la société de consommation. L'humain et son corps sont un produit comme un autre qu'on peut améliorer, augmenter. J'en parle souvent. C'est un problème pour moi. Ça s'appelle le transhumanisme. C'est là qu'on veut nous emmener. Oui, parce que dans un enseignement qui date de plus de 3000 ans, le Kybalion, on dit qu'il y a le principe du genre et le principe sexué. Alors, pour que la vie soit possible, il faut qu'il y ait un principe masculin et un principe féminin. Alors, le principe masculin, il est émissif et potentiel. Le soleil nous envoie de la lumière, c'est une information, et cette lumière ne serait rien, elle serait perdue s'il n'y avait pas une plante qui la captait grâce à la chlorophylle. Et donc, le principe féminin, il est actualisant, réceptif et il met dans la matière. Donc, c'est complètement complémentaire. La rencontre du spermatozoïde et de l'ovule crée la vie. Voilà, à une époque, on disait le spermatozoïde active l'ovule comme si elle était passive. Non, c'est la rencontre des deux. Et le principe sexué, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une biologie masculine et une biologie féminine. C'est le dernier rempart, vous voyez ce que je veux dire, qu'on essaye vraiment de briser, pour après en rentrer dans un dialogue qui est vivant, qui n'est pas vivant. Vous voyez, est-ce qu'un cyborg est vivant ? Est-ce qu'un homme qui s'est hybridé avec un cyborg, est-ce que c'est totalement vivant ? C'est à moitié vivant ? Vous voyez, ça fait penser aux lois de Nuremberg où vous étiez un demi-juif, un tiers juif, un quart de juif. Enfin, voilà, c'est complètement absurde. Pour moi, c'est complètement absurde et c'est contraire aux lois de la biologie. C'est là où on s'aperçoit qu'on est dans un système de folie. Parce que n'importe qui peut comprendre que pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une biologie masculine et féminine, que le masculin et le féminin ne sont pas en compétition, mais doivent être complémentaires. D'ailleurs, dans le calendrier maya, ils envisagent un cycle de 26 000 ans, et la dernière période de 5 000 ans, c'est lié à l'élément éther, et c'est l'alliance du masculin et du féminin. C'est évident qu'il y a un cerveau masculin, il y a un cerveau féminin. C'est pas faire insulte à l'homme ou à la femme que de l'envisager dans la complémentarité. Ce qui est assez curieux, par exemple, c'est que si vous allez voir un peuple traditionnel, il est fier d'être un Indien Shipibo Konibo,
un Indien Huichol, un Inuit, voilà. Ça pose pas de problème. Ils sont pas complotistes, racistes, extrême droite, antisémites. Par contre, si vous mettez votre drapeau, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de mettre le drapeau français quand il y a la Coupe du Monde de foot et que la France est en compétition. Mais si demain vous mettez votre drapeau, vous allez avoir des ennuis. Donc il y a quelque chose à reprendre sa souveraineté en main. C'est pour ça que j'ai créé l'unité du savoir, c'est que avec des connaissances digérées, ça permet aux gens d'avoir du discernement et de ne pas se laisser avoir dans tout ce fatras, puisque la pédagogie joue plus son rôle. En ayant enseigné dans les universités classiques, j'ai vu le dégât que ça provoquait. Vous savez que le wokisme fait imploser une culture. Hein. C'était un peu des stratégies russes. Hein. Comment arriver à faire tomber une culture sans l'armée ? Vous faites imploser de l'intérieur. Et puis, je trouve que la jeunesse vaut bien mieux que ce petit combat qu'on leur a laissé pour sauvegarder la planète et puis le wokisme. Je pense on est en gérontocratie. Il faut redonner le pouvoir aux jeunes générations parce que franchement, quel espoir on leur laisse. Hein. J'ai lu ou entendu quelque part que Philippe Bobola était un fin prospectiviste. Alors ça tombe bien, je vais revenir à l'essentiel de Calreco, c'est-à-dire imaginer ce que sera le monde en 2096, parce que oui, Calreco, c'est une histoire, c'est un héros qui vit en 2096, qui fait l'objet d'un spectacle, d'un podcast, de fiction, d'un album musical, bref. Toutes ces interviews, ces entretiens ont pour objectif de nourrir cette histoire et ce projet artistique qui est en cours en même temps que je fais ces interviews, et ça fait 3 ans que je suis sur ce projet, et régulièrement, la plupart du temps même, sauf dans les dernières interviews, je pose une question rituelle à mon invité. Je lui demande comment sera le monde pour lui en 2096, une petite prospective sur le plan spirituel, sur le plan économique, écologique, social, politique. Voilà, 2096, c'est quoi pour vous, Monsieur Bobola ? Alors ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a 2 types de prospectives. Donc j'avais travaillé à l'UNESCO avec un groupe pluridisciplinaire et les spécialistes arrivent à prédire assez justement ce que sera demain, mais sur une période de 5 ans à 10 ans, pas plus. Ce qu'on appelle la projection linéaire. On projette ce que sera le futur en fonction du présent et on l'amplifie. Donc ils avaient réuni des mathématiciens, des chimistes, des biologistes, des médecins, etc. Et chacun disait ce qu'il envisageait comme l'avenir pour demain. Ils se sont tous plantés. Parce que ce sont les artistes qui sont capables de voir ce qui émerge. Alors, on peut dire, je partage un peu l'avis de Michel Maffezoli. On est en train de vivre, alors lui il est sociologue, hein, mais j'ajouterai des éléments. On passe de l'individualisme au retour au collectivisme, c'est le temps des tribus. Donc effectivement, on peut envisager qu'il y aura des gens qui accepteront peut-être ce qui leur sera proposé, perdre leur individualité, puis il y a des gens qui refuseront. Mais refuser, ça veut dire qu'ils seront vraiment à part. C'est-à-dire qu'il y aura 2 mondes. Comme à une époque, il pouvait y avoir des mondes différents. Hein. Il y a bien eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, les zones d'occupation et les zones libres.
C'est la fin du rationalisme et le retour de l'irrationalisme. Et c'est la fin de l'idéologie évolutionniste, où on a renoncé à l'idée que le futur sera mieux qu'aujourd'hui, que la science nous apporte le bonheur, la science et la technique, non. Elle nous apporte un bien-être matériel, mais pas plus. C'est la fin du matérialisme. Alors on peut envisager qu'on soignera différemment si on part de cette propriété anatome et onde et corpuscule. Bah, le corps a une dimension vibratoire, donc soigner le corps par la vibration, qui est une dimension indissociable de la matière, ça me paraît intéressant. Donc on commence à voir apparaître. Les Russes sont assez avancés là-dedans, mais ça continuera. Je pense qu'on soignera plus par la vibration que par la matière, par l'information. Euh, Karl Popper, dans Misère de l'historicisme, disait qu'on ne peut pas prédire l'émergence d'une nouvelle technologie. Par exemple, l'informatique, elle est apparue et ça a complètement changé le monde. Mais par contre, je pense que je vous rejoins, l'IA va quand même entraîner une bifurcation importante. J'avais beaucoup admiré un ouvrage qui s'appelle La Galaxie Gutenberg d'Herbert Marshall McLuhan, où il avait prédit les conséquences du monde de l'image sur le cerveau. Et donc, au départ, on avait une culture orale. Donc, on développait la mémoire, on se réunissait autour d'un compteur. Souvent, on faisait un cercle. Tout est circulaire, les maisons sont circulaires parce qu'on est dans le modèle des ondes acoustiques qui se propagent par cercle excentrique. Et puis est arrivé le livre. Le livre, c'est un saut énorme, la galaxie Gutenberg, puisqu'on peut écrire notre expérience. Et si on lit, on n'est pas obligé de refaire l'expérience pour la découvrir. Donc, et puis ça introduit la troisième dimension pour pouvoir trouver la bonne distance pour lire. Et puis après est apparue l'image qui a plus stimulé l'hémisphère gauche au détriment de l'hémisphère droit. Et donc l'intelligence artificielle, son défi, c'est de ne pas fusionner avec l'homme de façon à faire disparaître l'homme. Puisqu'effectivement, on voit bien que les transhumanistes, s'ils vont jusqu'au bout, c'est changer de véhicule. Ils considèrent que l'homme est un mauvais véhicule pour la conscience. La conscience, il l'envisage comme quelque chose d'indépendant du corps. On peut la télécharger dans une disquette ou une clé USB, et voilà. Et donc, il considère que... alors, ils reviennent sur le Big Bang, apparaissent les atomes. Avant les atomes, les particules élémentaires qui vont donner les molécules. Puis arrivent les nuages interstellaires qui vont donner les planètes et les étoiles. Puis les galaxies. Et puis arrive l'aventure du vivant sur la Terre, apparaissent les premières cellules, animales, végétales, puis après les êtres pluricellulaires, puis vont émerger les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, puis enfin les mammifères avec l'homme. Et il considère qu'à un moment donné, l'homme est un homo faber, donc il fabrique des outils qui sont au départ le prolongement de sa main, puis après l'homo faber va découvrir l'informatique. Et à ce moment-là, il ne pourra plus se passer de l'informatique. Donc, il y aura dans un premier temps une fusion entre le monde de l'informatique, au sens information du terme, et l'homme. Et puis après, il ne restera plus que les robots qui seront plus adaptés. Voilà à peu près leur vision. Donc, c'est une vision anti-humaine. Il faut savoir que Marvin Minsky, qui est un des pères, puisque l'intelligence artificielle était envisagée en 1955... Dartmouth College avec John McCarthy et Marvin Minsky. Et c'était des gens qui détestaient l'humanité. Ils considéraient que l'humanité, pour la plupart, avait un QI faible, donc il fallait corriger l'humanité. Et si l'humanité pouvait être reformatée, comme si le divin avait mal fait son travail, ça serait bien. Donc moi, je dirais que la grosse révolution, on ne s'en rend pas compte, c'est l'arrivée de l'ordinateur quantique. Tout dépendra de la façon dont les hommes vont l'utiliser. Soit ils l'utilisent au risque de se perdre dans cette technologie. Et à ce moment-là, c'est la fin de l'aventure humaine. Peut-être qu'il y aura une autre espèce. Blavatsky disait que finalement, si une conscience corporelle n'arrive pas à faire son travail, on change. Donc on va, selon les transhumanistes, passer du carbone au silicium. Nous serons des silicéens. Je pense qu'il y aura un retour envers les valeurs humaines. Je pense qu'il y aura
comme l'envisage Michel Maffezoli, le retour des tribus, que la société va se fragmenter, que peut-être qu'il y aura une remise en cause de ce fameux progrès. Voilà. Et je ne peux pas en dire plus. C'est sûr que l'intelligence artificielle va donner des nouvelles perspectives en matière de santé, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, si l'intelligence artificielle est aux mains des GAFAM qui vont faire beaucoup de bénéfices, est-ce que cette même intelligence artificielle laissera émerger d'autres formes de médecine ? Puisque finalement, on voit bien que tout ce mouvement est complètement financé par les géants du net. Hein. C'est pas à demander. Mais je pense qu'il y aura un retour à des valeurs humaines. C'est un peu quand les vidéos sont apparues, on avait annoncé la mort du cinéma et en fin de compte, il n'est pas mort. Parce que rire ensemble dans une salle ou avoir de l'émotion ensemble dans une salle, c'est pas la même chose que de l'avoir seul devant son écran. Donc il y aura un besoin de retourner aux valeurs humaines. Aristote disait que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être de collectivité. On restera un être de collectivité. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire entre les différentes générations, entre les jeunes générations et les anciennes générations, pour essayer de maintenir cette humaine nature. Et c'est tout à fait possible. Je pense que c'est possible si on sait établir un dialogue. Et oui, le dialogue, c'est la clé. On ne peut pas dire que, en ce moment, le dialogue soit une vertu partagée par tout le monde, mais voilà, le pouvoir se nourrit de la dissension. Et c'est clair, c'est compliqué d'échanger et de débattre en toute sérénité avec les uns et les autres, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et puis nous allons certainement, je l'espère, apprendre de nos erreurs. Bref, écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Merci à Philippe Bobola pour cet entretien. C'était très sympa, cette rencontre à Lyon. Pour la suite, écoutez, je vous propose de rester connecté à Calreco, de venir de temps en temps sur la chaîne et sur les réseaux pour savoir ce qui se passe. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et puis sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, je vous l'ai dit en début d'interview, vous pouvez aussi venir sur Patreon. J'y partage du contenu exclusif, notamment cet épisode qui dure 2 heures sur Patreon. Et je l'ai un peu raccourci pour les plateformes, parce que 2 heures, c'est long sur YouTube et sur un podcast, mais aussi parce que je tiens à garder un peu de contenu pour les gens qui me suivent sur Patreon. Voilà, venez pour un petit abonnement, vous me permettez de poursuivre l'aventure Calreco et puis de soutenir ce projet. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. En attendant de se retrouver pour la prochaine interview, restez conscients, soyez sereins et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.